Maman, je n'ai pas les moyens d'acheter la prochaine dose de médicaments pour Lily Rose. Ils ne me les donneront pas sans paiement. C'est pour ça que je t'appelle. Je ne sais plus quoi faire. Tu pourrais me prêter encore une fois? C'est 2800 $, maman. Je ne sais pas quand je pourrais te rembourser. Ces mots transpercèrent Dante Ferraro comme une lame qu'il n'avait pas vu venir. Il se tenait dans le couloir de son propre penthouse à Tribeca, à Manhattan, revenant d'une réunion annulée à la dernière minute, lorsqu'il entendit une voix s'échapper de la salle de bain. Il n'essayait pas d'écouter. Mais cette voix, basse, brisée, honteuse de demander, elle traversait les murs comme s'il n'y en avait pas. Dante s'arrêta. Il resta là, juste devant la salle de bain, les clés de voiture encore à la main. La voix continuait. Il la reconnut. C'était Maya, la femme de ménage qui travaillait dans son appartement depuis 8 mois. Toujours ponctuelle, toujours silencieuse, elle ne se plaignait jamais de rien. Et maintenant, elle murmurait dans sa salle de bain, pleurant de honte, demandant à sa propre mère de lui prêter de l'argent pour payer les médicaments de sa fille. Dante avait 36 ans. Il avait signé un contrat de 40 millions de dollars la semaine même. Et là, à quelques mètres de lui, une jeune femme ne pouvait pas se trouver 2800 $ pour permettre à sa fille de 2 ans de continuer à respirer. 2800 $, pensa-t-il. Comment quelqu'un peut-il ne pas avoir 2800 $? Il resta quelques secondes, le regard perdu dans le vide. Quelque chose de petit commença à monter dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose. C'était le souvenir qu'il existe dans ce monde des souffrances dont aucune somme d'argent ne peut vous prévenir avant qu'elle ne se présente à votre porte. Et ce qu'il ferait dans les prochaines 24 heures changerait la vie de Mia pour toujours, ainsi que la sienne. Mais à ce moment-là, il ne le savait pas encore. Personne ne le savait. Si cette histoire vous a déjà touché, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Revenons maintenant dans ce couloir de Tribeca où Dante Ferraro se tenait toujours, les clés à la main, une décision se formant dans son cœur qu'il ne pouvait pas encore exprimer avec des mots. Dante se retourna et s'éloigna de la porte de la salle de bain aussi discrètement que possible, puis il s'engagea dans le couloir en direction du bureau situé à l'autre bout du penthouse. Il n'était pas pressé, mais son esprit avait déjà commencé à s'activer. C'était ainsi que Dante Ferraro fonctionnait, toujours. Les chiffres, la logique, les problèmes, les solutions. Il ne savait pas comment se sentir avant d'avoir analysé. Il analysait d'abord, ressentait ensuite, s'il ressentait quelque chose. Il s'assit dans son fauteuil, ouvrit son téléphone et appela Reed Calloway. Reed répondit après 2 sonneries. Sa voix était aussi calme que d'habitude, prête à tout, car 20 ans passés aux côtés de Dante avaient appris à Reed que chaque appel pouvait signifier n'importe quoi. J'ai besoin d'informations sur la femme de ménage qui travaille dans le penthouse. Elle s'appelle Maya Santos. Tout ce que tu peux trouver, son salaire, son contrat, ses conditions de travail, tout ce qui se trouve dans son dossier. Reed resta silencieux pendant une seconde. En 8 mois, Dante ne lui avait jamais posé de questions sur les membres du personnel de maison. Pas une seule fois. « Très bien, donnez-moi 1 heure, » dit Reed, puis il raccrocha. Pendant qu'il attendait, l'autre téléphone de Dante vibra. La ligne privée, Franco Benedetti, était à l'autre bout du fil, sa voix basse et grave, empreinte de cette tension qui n'apparaissait que dans les appels passés après minuit ou lorsque quelque chose s'était produit au port. La cargaison à Newark a été bloquée. Les douanes retiennent 2 conteneurs. Quelqu'un à l'intérieur dit que ce n'était pas une inspection aléatoire. Dante ne changea pas de posture. Sa voix était plate, froide, précise comme un scalpel chirurgical. Appelez Donovan. Dites-lui qu'il a 4 heures pour régler le problème. Si ce n'est pas réglé dans 4 heures, je m'en occuperai autrement. Franco comprit. L'appel prit fin en moins d'1 minute. Dante posa le téléphone. 2 mondes. D'un côté, une cargaison valant des millions de dollars retenus au port. De l'autre, une fille en larmes dans sa salle de bain à cause de 2800 $ de médicaments. Il régla le premier problème d'un simple coup de fil. Quant au second, il ne savait toujours pas comment s'y prendre. Exactement 1 heure plus tard, Reed envoya un message. Le dossier était bref, précis, typique de Reed. Maya Santos, 27 ans, domiciliée à Hunts Point, dans le Bronx. Elle a 3 emplois. Elle nettoie l'appartement terrasse de Dante du lundi au vendredi pendant la journée. Elle fait la plonge la nuit dans un restaurant italien de Brooklyn,
Le week-end, elle fait la lessive pour un magasin dans le Queens. Son revenu total est estimé à environ 3200 $ par mois. Dante continua à lire. Nom de sa fille, Lily Rose Santos, 2 ans, née prématurément à 28 semaines, diagnostiquée avec une dysplasie bronchopulmonaire, actuellement traitée à Mount Sinai sous la supervision d'un pneumologue pédiatrique. Medicaid couvre les consultations et certains examens de base, mais les médicaments spécialisés et le coût mensuel de la location d'un appareil respiratoire portable ne sont pas inclus dans la couverture approuvée. Le bébé est à la charge de ses parents. Les frais médicaux s'élèvent à eux seuls à environ 2800 $ par mois. Le loyer d'un studio à Hunts Point s'élève à 600 $. La nourriture, les transports, les couches, le lait maternisé et les frais de subsistance de base représentent 600 $ supplémentaires. Le total des dépenses mensuelles s'élève à environ 4 500 $. Revenus, 3 200 $. Il manque 1 300 $ chaque mois. Chaque mois. Dante fixait ce chiffre, 1300. Il le regardait comme il regardait un problème dont la réponse était impossible. Elle faisait ce calcul depuis 8 mois. 8 mois à venir ici tous les jours, à l'heure, silencieuse, essuyant chaque vitre, arrangeant chaque oreiller, disant « Bonjour, monsieur ». Ferraro d'une voix calme, comme si sa vie allait bien, comme si sa fille à la maison allait bien, comme si tout allait bien, et il ne l'avait jamais remarqué. Il ne lui avait jamais posé la question. Il raccrocha le téléphone, resta assis dans son bureau, la lumière de la ville se répandant à travers la vitre, le rugissement de New York s'élevant en contrebas, mais n'atteignant jamais cette pièce. Il repensa à la façon dont elle avait dit « maman » dans la salle de bain, la façon dont sa voix s'était brisée sur ce mot. Il repensa au chiffre 2800, puis il repensa aux 40 millions qu'il avait signés cette même semaine, et il réalisa quelque chose de douloureusement simple, quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Il y avait des gens dans ce monde qui se battaient chaque jour contre des chiffres auxquels il n'aurait jamais à penser. Et elle était l'une d'entre eux. Mais il ne lui avait même jamais demandé le nom de sa fille. Il ne lui avait jamais rien demandé. Chacun à sa place. C'était ainsi que cela fonctionnait. Elle avait été invisible à ses yeux, mais cela allait changer. 15 minutes plus tard, Dante entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir. Il avait entendu l'eau couler avant cela. Elle s'était lavé le visage. Il le savait parce qu'il s'était lui-même lavé le visage. Après des appels dont personne n'était censé avoir connaissance, il se leva de son bureau, sortit dans le couloir et se tint là, le dos contre le mur, d'une manière qui semblait naturelle, comme s'il passait par là par hasard. Mais rien n'était jamais accidentel avec Dante Ferraro. Cela n'avait jamais été le cas. Maya sortit. Elle s'était rincé les yeux, mais ils étaient encore rouges. Le genre de rouge que l'eau froide ne pouvait effacer, celui qui venait de plus loin. Elle tenait le chiffon de nettoyage dans sa main, le serrant fermement comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Dante debout dans le couloir, elle s'arrêta. Son corps tout entier se raidit pendant une seconde. Il le remarqua immédiatement. La façon dont ses épaules se sont relevées, la façon dont ses yeux se sont baissés puis ont dévié, la façon dont ses doigts se sont crispés encore plus autour du chiffon. Il a reconnu cette expression. Il l'avait vue sur le visage de nombreuses personnes dans de nombreuses pièces différentes au fil des ans. C'était le visage de quelqu'un qui attendait une mauvaise nouvelle, qui attendait d'être renvoyé. « Bonjour, Monsieur Ferraro », dit-elle d'une voix aussi normale que possible. « Je ne savais pas que vous étiez à la maison aujourd'hui. » « La réunion a été annulée, » dit-il brièvement. Puis le silence s'installa pendant un instant. Pas longtemps, mais suffisamment pour qu'elle se prépare à ce qui allait suivre. « J'ai besoin de vous demander quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui. Elle n'avait pas réussi à cacher la peur qui s'y disait. Elle pensait à la facture de l'hôpital du mois prochain, à Lily Rose, à l'augmentation du déficit mensuel de 1 300 $ si elle perdait son emploi. Dans quel hôpital votre fille est-elle soignée? La question resta en suspens. Maya cligna 2 fois des yeux, comme si elle venait d'entendre une langue qu'elle n'était pas sûre de comprendre correctement. Elle resta là, les lèvres légèrement entr'ouvertes, incapable de dire quoi que ce soit pendant quelques secondes. Puis elle parla très doucement. « Mountsey, quel est le nom du médecin? Dr. Helen Park, pneumologie pédiatrique. » Dante acquiesça faiblement. Quel traitement suit-elle? Maya avale du bézanide et de l'albutérol lorsqu'elle a une crise. Elle répondit à chaque question comme quelqu'un qui subit un interrogatoire. Sa voix tremblait légèrement, ne comprenant pas pourquoi cet homme lui posait ces questions, ne comprenant pas où il voulait en venir, sachant seulement qu'il lui posait des questions
et qu'elle n'avait pas le droit de ne pas répondre. Dante sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste de costume. Ses doigts se déplacèrent sur l'écran pendant quelques secondes. Elle resta là à le regarder taper, n'osant pas respirer trop fort, n'osant pas lui demander ce qu'il faisait, n'osant espérer quoi que ce soit, car l'espoir l'avait déjà trahi trop souvent. Il remit le téléphone dans sa poche et la regarda droit dans les yeux. « J'ai entendu votre conversation dans le couloir, Maya. Je suis au courant pour les 2800 $. Il marqua une pause, puis dit simplement « D'accord ». Puis il se retourna et retourna dans son bureau sans donner d'explication, sans dire un mot de plus. Maya resta là, seule dans le couloir, le chiffon toujours à la main. Elle n'osa pas demander ce que « d'accord » signifiait. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que lorsqu'une chose semblait trop belle pour être vraie, le plus sûr était de ne pas y croire tant qu'elle ne s'était pas réellement produite. Elle prit une profonde inspiration, serra le chiffon dans sa main, puis se remit au travail, essuyant le comptoir de la cuisine, redressant les coussins du canapé, passant l'aspirateur dans le couloir. Tout comme les autres jours, comme si rien ne s'était passé. Mais ce qui allait se passer lundi à Moundsea était quelque chose auquel elle n'était pas préparée. Personne ne l'était. Même Dante lui-même ne s'était pas attendu à aller aussi loin. Le lundi arriva. Mia se réveilla à 5 heures du matin dans le studio de Hunts Point. Lily Rose dormait encore dans son vieux berceau, posé à côté du lit, sa petite respiration animant le ventilateur portable à côté d'elle, la machine émettant un bourdonnement régulier comme le tic-tac d'une horloge que Maya avait entendu si souvent que si elle s'était arrêtée au milieu de la nuit, elle se serait réveillée instantanément. Elle s'assit sur le bord du lit et regarda sa fille dormir. Aujourd'hui, c'était le rendez-vous de suivi à Moundsea. Elle savait déjà ce qui allait se passer, ou du moins, elle le croyait. La facture impayée, 2800 $ pour 2 mois de retard, plus la location du matériel, soit un total de près de 6 000 $. Elle n'avait pas 6 000 $. Elle n'avait même pas 600 $. La semaine dernière, elle avait vendu 2 fois son placement juste pour avoir assez d'argent pour acheter des couches et de la nourriture pour Lily Rose. Et pendant 3 nuits d'affilée, son dîner s'était composé d'eau et de 2 tranches de pain qui restaient dans le placard. Dans le bus qui la conduisait du Bronx à l'Upper East Side, Maya tenait Lily Rose sur ses genoux. La petite fille était encore à moitié endormie, la tête appuyée contre la poitrine de sa mère. Maya regardait par la fenêtre. La ville se réveillait. Les gens qui se rendaient à leur travail tôt le matin marchaient rapidement sur les trottoirs. Un café à la main, des écouteurs sur les oreilles, tous se rendaient quelque part. Maya aussi allait quelque part, mais elle s'y rendait pour entendre une phrase qu'elle avait passé toute la nuit à répéter pour se préparer à l'entendre. « Nous sommes désolés, mais si la facture n'est pas payée, le programme de traitement devra être suspendu. » Elle avait répété cette phrase 100 fois dans sa tête. Elle s'y était préparée. Elle avait élaboré un plan. S'ils arrêtaient le traitement, elle trouverait une clinique gratuite dans le Bronx. Elle demanderait au médecin des échantillons de médicaments. Elle trouverait un moyen. Elle trouvait toujours un moyen. Mais lorsqu'elle s'est présentée à l'accueil du service de pneumologie pédiatrique au 7e étage du Moundsea et qu'elle a remis la carte d'assurance et les documents de Lily Rose, la femme derrière le comptoir a regardé l'écran, puis a levé les yeux avec une expression que Maya ne pouvait déchiffrer. « Mademoiselle Santos, votre facture a été payée. » Maya ne réagit pas. Elle resta simplement debout. Ses yeux étaient fixés sur la femme derrière le comptoir, mais elle ne la voyait pas vraiment. La femme poursuivit, la totalité, y compris les 6 prochains mois de traitement, les médicaments, le matériel, la location, les frais de suivi, soit un total de 22 800 $, a été payé en totalité. Maya cligna des yeux. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Qui a payé? Sa voix était si faible qu'elle-même n'était pas sûre de l'avoir prononcée à voix haute. « Je ne suis pas autorisé à divulguer les informations relatives aux payeurs, mais une carte vous a été laissée. » La femme tendit à Maya une petite enveloppe blanche. Mia la prit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une carte blanche sans nom, sans logo, avec seulement une ligne écrite à la main. L'écriture était inclinée, nette, rapide, le genre d'écriture utilisée par un homme habitué à signer des documents où chaque signature valait des millions de dollars. Maya reconnut cette écriture. Elle l'avait vue des centaines de fois sur les papiers qui jonchaient le bureau qu'elle dépoussiérait chaque jour pour Lily Rose. Pas de remboursement, pas de remerciement nécessaire. Maya s'assit sur l'une des chaises de la salle d'attente. Lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir, Lily Rose se retrouva dans ses bras, la tête contre la poitrine de sa mère, sans rien comprendre, et Maya pleura.
Pas les pleurs qu'elle cachait dans la salle de bain de l'appartement, pas ceux où elle se mordait la lèvre et ravalait chaque son. C'était un autre genre de pleurs. Les pleurs de quelqu'un qui s'était préparé au pire et qui avait reçu quelque chose qu'elle n'avait même pas osé imaginer. Le genre de pleurs qui secouaient ses épaules, secouaient les mains qui tenaient son enfant, jaillissaient du plus profond de sa poitrine, là où elle les avait enfermés depuis très longtemps. Les personnes assises autour d'elle dans la salle d'attente la regardèrent. Une mère plus âgée assise à côté d'elle tendit la main et lui tapota doucement le dos sans dire un mot, parce qu'il y a certains types de larmes que les mots ne font que minimiser. Au même moment, dans le penthouse de Tribeca, Dante était assis dans son bureau, un téléphone à l'oreille. Franco Benedetti était à l'autre bout du fil. La voix de Dante n'était pas celle d'un homme qui venait de faire une bonne action. C'était une voix autoritaire. La petite fille s'appelle Lily Rose Santos. Elle est soignée à Mountsea. Pneumologie pédiatrique. Dr. Helen Park. Je veux qu'elle soit traitée en priorité. Pas de liste d'attente. Pas de transfert d'un service à l'autre. Le meilleur médecin. Le meilleur horaire de rendez-vous. Pouvez-vous vous en occuper? Franco resta silencieux pendant 2 secondes. Il travaillait avec Dante depuis 20 ans. Il avait organisé des choses bien plus importantes que cela. Des choses dont personne ne parlait jamais au grand jour. Une petite fille à l'hôpital, ce n'était pas difficile, mais il avait entendu dans la voix de Dante quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Ce n'était pas un simple ordre. Il y avait autre chose en dessous, soigneusement enfoui, mais il l'avait entendu. « Qui est cette petite fille qui vous tient tant à cœur ?» demanda Franco à voix basse. Dante se tut. « Faites-le, tout simplement. » Franco ne posa pas d'autres questions. Il savait quand s'arrêter. C'est ainsi que Lily Rose Santos, 2 ans, fille d'une femme de ménage de Hunts Point, fut discrètement placée sur la liste prioritaire de l'un des plus grands hôpitaux d'Amérique grâce au pouvoir d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Mais les bonnes nouvelles vont toujours vite. Elle passa de Maya à Rosa par un appel téléphonique chargé d'émotions le même après-midi. De Rosa, elle se répandit à travers les histoires familiales qu'elle racontait avec une gratitude sincère et ouverte. Car lorsque le bonheur arrive, l'instinct humain est d'en faire part à ceux que nous aimons. Et elle allait parvenir aux oreilles d'une personne dont Maya priait chaque soir qu'elle ne revienne jamais. Maya ne quitta pas l'appartement ce jour-là. Lorsque le ménage fut presque terminé, elle se tint à la porte du bureau de Dante, où il était assis devant l'écran de son ordinateur portable, le visage baigné par la lumière bleue. Elle resta là un moment avant qu'il ne la remarque. Ses mains étaient fermement jointes devant son ventre, la posture de quelqu'un qui rassemble tout son courage pour dire quelque chose qu'elle a gardé enfoui en elle depuis trop longtemps. Dante leva les yeux. « Je peux te dire quelque chose ?» Il remarqua immédiatement. Elle le t'a utilisé. Pas Monsieur Ferraro, pas Monsieur. Pour la première fois en 8 mois, elle laissa tomber cette distance. Il acquiesça. Elle fit un pas à l'intérieur, puis s'arrêta. Elle ne s'assit pas, même s'il y avait une chaise dans la pièce. Elle resta debout. Les mains toujours jointes devant elle, elle commença à parler. Sa voix était calme, sans dramatisme, sans tremblement, calme comme celle de quelqu'un qui a vécu si longtemps dans la douleur que celle-ci est devenue une réalité ordinaire. Mon père a été abattu quand j'avais 12 ans. Il tenait une petite épicerie dans le sud du Bronx. Une nuit, quelqu'un est entré pour le cambrioler. Il n'avait que 400 $ dans la caisse. Ils l'ont abattu pour 400 $. J'étais chez moi, à 2 pâtés de maison de là, et j'ai entendu les coups de feu, mais je n'ai su que c'était ceux qui avaient tué mon père que lorsque la police a frappé à la porte. Dante a arrêté de taper sur son clavier. Ma mère avait 4 emplois pour nous élever, mon frère et moi. Elle avait un cancer du col de l'utérus. Ils l'ont découvert trop tard parce qu'elle n'avait pas d'assurance, ne passait pas d'examen régulier et n'avait pas le temps d'être malade. Elle a survécu contre toute attente, mais elle n'a plus jamais été la même. J'étais en dernière année d'école d'infirmière. J'ai abandonné mes études pour m'occuper d'elle. Je n'ai jamais retrouvé mon chemin. Maya s'est interrompue un instant, non pas pour reprendre son souffle, mais pour passer à la suite. Le père de Lily Rose s'appelait Derek. Il m'a quitté alors que j'étais enceinte de 6 mois, par SMS. 4 mots. Je ne suis pas prêt. Il n'a pas rappelé. Il n'est pas revenu. Elle l'a dit comme quelqu'un qui lit une ligne dans un journal, incapable de souffrir davantage, car elle avait déjà souffert de toutes les manières possibles. Lily Rose est née prématurément à 28 semaines. Elle pesait moins d'1 kilo et a passé 47 jours en unité néonatale de soins intensifs. J'ai dormi dans un fauteuil d'hôpital pendant 47 nuits d'affilée. Il y avait des nuits où je regardais ma fille à travers la vitre de la couveuse et où je ne savais pas si elle serait encore là le lendemain matin. Dante restait assis sans bouger. Il ne l'interrompait pas,
ne hochait pas la tête pour montrer sa sympathie. Il se contentait de la regarder vraiment. Le genre de regard auquel Maya n'était clairement pas habituée. La facture de l'unité de soins intensifs néonatales s'élevait à 380 000 $. Medicaid a couvert la majeure partie, mais il reste encore 22 000 $ de dettes impayées. Chaque mois, je reçois un avis de recouvrement. Chaque mois, je le range dans un tiroir, car je n'ai pas l'argent pour le payer et je n'ai pas le temps d'avoir peur. Elle a continué sans s'arrêter, comme si elle savait que si elle s'arrêtait, elle n'aurait plus la force de continuer. Je sautais le dîner 4 soirs par semaine. Je ne mange correctement ici, dans cet appartement terrasse, que les jours où je travaille, car il y a de la nourriture dans le réfrigérateur et vous autorisez le personnel à l'utiliser. C'est pourquoi je n'ai pas pris un seul jour de congé. Ce n'est pas parce que je suis travailleuse, mais parce que les jours où je ne viens pas ici, je ne mange pas. Dante sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié. Il n'éprouvait pas de pitié. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus profond. Cela le ramena 5 ans en arrière, à une nuit où son téléphone avait vibré et où le nom d'Isabella était apparu à l'écran, sa sœur qui l'appelait, et où il avait regardé son nom trembler sur la table pendant que la réunion se poursuivait. Et il avait pensé, demain. Il n'y avait pas eu de lendemain pour Isabella. Et maintenant, il était assis là, écoutant Maya parler, et il écoutait. Il entendait chaque mot. Mia le regarda droit dans les yeux. « Je ne vous dis pas ces choses pour vous demander quoi que ce soit de plus. Vous avez déjà fait plus pour ma fille que quiconque n'a jamais fait pour nous. Je vous le dis parce que vous avez entendu mon appel téléphonique ce jour-là et que vous méritez de savoir ce que vous avez entendu. » Le bureau fut plongé dans le silence. Les lumières de la ville scintillaient derrière la vitre. Dante ne dit rien, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que ce qu'elle venait de dire ne nécessitait pas de réponse. Il fallait l'écouter, et il l'avait écouté. Maya fit un petit signe de tête, se retourna et sortit de la pièce aussi doucement qu'elle était entrée. Elle ferma la porte derrière elle si doucement que Dante ne l'entendit pas se refermer. Il resta assis là, seul. L'écran de l'ordinateur portable était toujours allumé, mais il ne le regardait pas. Il regardait l'endroit où elle venait de se tenir. Et pour la première fois depuis très longtemps, Dante Ferraro eut le sentiment que cet appartement était trop grand pour un seul homme. Mais juste au moment où Mia pensait que peut-être, juste peut-être, la vie lui laissait un peu de répit, on frappa à la porte de l'appartement. La personne qui se tenait là partageait son sang, mais pas ses bonnes intentions. Maya n'avait mentionné son frère qu'une seule fois dans la conversation de ce jour-là. Une seule fois, très rapidement, presque en passant. Ma mère avait 4 emplois pour nous élever, mon frère et moi. Elle n'avait rien dit de plus à son sujet. Elle n'avait pas dit son nom, ni où il était, ni ce qu'il faisait, ni quel genre de vie il menait. Ce silence était une réponse en soi. Mais Dante ne comprit pleinement cette réponse que 3 jours plus tard, lorsque l'interphone de l'appartement en attique sonna un après-midi, moins d'1 heure après le départ de Maya. La sécurité de l'immeuble avait appelé. « Il y a un homme ici qui demande à vous voir. Monsieur Ferraro dit qu'il est le frère de Mademoiselle Santos. » Dante resta silencieux pendant 2 secondes. « Faites-le monter. » Georges Santos sortit de l'ascenseur privé et entra dans l'appartement, le regard déjà calculateur avant même d'ouvrir la bouche. Il avait 33 ans, était plus grand que Maya, mais plus mince, et dégageait l'énergie agitée d'un homme qui avait toujours besoin de quelque chose de quelqu'un. Son regard balaya le salon, du canapé en cuir au tableau accroché au mur, du lustre à la vue imprenable sur Manhattan derrière la baie vitrée, et Dante pouvait voir les calculs qui se déroulaient dans la tête de Georges aussi clairement que des mots écrits sur un tableau. Georges s'assit sans attendre d'y être invité. Il sourit. Le genre de sourire que porte quelqu'un qui essaie de paraître amical sans en avoir les moyens. « Je sais que vous avez aidé ma sœur, l'hôpital, l'argent pour les médicaments de la petite fille. Très généreux. Ma famille vous en est très reconnaissante. » Dante s'assit en face de lui. Il ne sourit pas. Il ne hocha pas la tête. Il se contenta de le regarder. « Je traverse moi-même une période difficile. » Georges continua, baissant la voix, d'un ton plus familier, comme si les 2 hommes se connaissaient depuis des années. « Si vous pouviez m'aider avec une petite somme, ma famille serait très... » Dante l'interrompit, d'une voix calme, ni froide, ni chaleureuse. « J'ai aidé votre sœur parce qu'elle travaille ici et que j'ai été témoin d'une situation particulière. Sa fille avait besoin de médicaments. Je ne suis pas en mesure d'aider dans d'autres situations. » Georges n'accepta pas cette réponse. Il se pencha en avant, changeant d'angle. « Je comprends parfaitement,
Mais vous savez, cela ferait mauvaise impression si les gens apprenaient qu'un homme comme vous s'intéresse particulièrement à la fille qui nettoie votre maison. Les gens penseraient toutes sortes de choses. Vous savez comment les gens parlent. La pièce est devenue silencieuse, le genre de silence que toute personne censée reconnaîtrait immédiatement comme un signal pour s'arrêter. Mais George n'était pas ce genre d'homme. Dante s'est levé lentement. Il s'est dirigé vers Georges sans se presser, chaque pas précis, compté. Il s'arrêta à moins d'1 mètre, puis il parla très doucement. Si doucement que Georges a dû pencher la tête pour l'entendre. Et c'est précisément ce mouvement, cette nécessité de pencher la tête, qui lui fit comprendre qu'il venait de s'aventurer dans un domaine qui ne lui appartenait pas. Vous êtes entré chez moi, vous vous êtes assis dans mon fauteuil et vous venez de me menacer. Dante pencha légèrement la tête sur le côté, comme s'il observait quelque chose de petit et sans importance. Savez-vous ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un a fait cela? Georges pâlit, non pas progressivement, mais instantanément, comme si le sang s'était retiré de son visage en un seul battement de cœur. Il se leva, ne dit rien d'autre, se dirigea vers la porte de l'ascenseur et ne se retourna pas. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent, Dante resta un moment silencieux dans le salon. Puis il appela Tommy Russo. Surveille le Jorge Santos. Découvre à qui il doit de l'argent, combien et dans quel genre d'ennui il est. Fais-moi un rapport dans les 48 heures. 48 heures plus tard, le rapport était sur le bureau de Dante. Jorge Santos avait une dette de jeu de 45 000 $ auprès d'un groupe de Loan Shark dans le Queens. Ce groupe avait des liens directs avec la ligne d'Alejandro Varga. Dante lut le nom de Varga et le nota mentalement. Pas encore de réaction, ce n'était pas nécessaire, mais il en prit note. Le soir même, avant que Maya ne l'apprenne par quelqu'un d'autre, Dante l'appela. Il lui dit brièvement, sans rien ajouter ni omettre. « Ton frère est venu ici aujourd'hui. Il m'a demandé de l'argent. J'ai refusé. Il n'était pas content. Tu devais le savoir avant que quelqu'un d'autre ne te le dise. » Silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Puis la voix de Maya, faible et lourde. « Je savais qu'il ferait ça. C'est exactement pour ça que j'avais peur de parler à quelqu'un de l'hôpital. » « Tu n'as rien fait de mal, dit Dante d'une voix inchangée, même s'il y avait maintenant quelque chose en elle qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Ce que ton frère a fait ne change rien. Les médicaments sont toujours payés. L'hôpital reste le même. Cela n'a rien à voir avec lui. Maya resta silencieuse un instant, puis elle parla très doucement. « Merci. J'espère qu'un jour je pourrai vous rendre ce que vous avez fait pour nous. » Dante ne répondit pas. Il mit fin à l'appel, posa le téléphone sur le bureau et regarda à travers la vitre. Manhattan s'étendait sous ses yeux dans la nuit. Des millions de lumières, des millions d'histoires. Et il se tenait là, ne pensant qu'à une seule. Mais George n'était pas la plus grande menace. Il y avait une femme dans l'Upper East Side qui savait tout et observait de loin avec la patience de quelqu'un qui n'était pas pressé. Elle n'avait pas l'intention d'effrayer qui que ce soit. Elle avait l'intention de les détruire. Vivian Ashford avait 45 ans. Ses cheveux étaient toujours parfaits. Ses vêtements toujours de la bonne marque. Son sourire toujours placé exactement là où il fallait. Elle faisait partie de ces personnes qui, dès qu'elles entraient dans une pièce, donnaient l'impression que tout avait été réorganisé autour d'elle. C'était l'extérieur. L'intérieur était tout autre, un besoin de contrôle qui n'était jamais satisfait. Une faim que l'argent de son mari ne pouvait combler. Son mari, Richard Ashford, âgé de 50 ans, avait autrefois été l'associé de Dante dans plusieurs transactions immobilières. Une relation professionnelle, rien de plus. Mais Vivian voulait plus. 2 ans plus tôt, lors d'une collecte de fonds caritatifs dans l'Upper East Side, elle avait tenté sa chance. Elle s'était clairement tenue aux côtés de Dante sur le balcon, lui disant des choses dont le sens se trouvait dans les espaces entre les mots. Et Dante l'avait regardé avec des yeux qui ne reflétaient rien d'autre qu'une froide politesse, puis s'était éloigné sans prononcer un seul mot de refus, car il n'avait pas besoin de le dire. Sa façon de s'éloigner était la réponse. Vivian n'oublia pas. Les gens comme elle n'oublient jamais. Elle rangea cela dans un tiroir de son esprit et attendit. Et maintenant, la rumeur était arrivée. Elle provenait du réseau des femmes riches qui utilisaient la même entreprise de nettoyage que Maya. L'histoire passa d'un comptoir de café à une autre table de déjeuner, transportée par des voix discrètes, remplies de la douce curiosité de personnes qui ne manquaient de rien, sauf de sujets de conversation. Dante Ferraro avait payé les frais d'hospitalisation de la fille de sa femme de ménage, soit 22 800 $. 6 mois de traitement, et la rumeur disait qu'elle avait même emmené l'enfant dans son penthouse. Bevan l'avait entendu et avait ressenti quelque chose qu'elle aurait qualifié d'inquiétude. Mais en réalité, c'était autre chose.
quelque chose de plus profond, de plus laid. C'était de l'humiliation. Elle, Vivienne Ashford, née dans une vieille famille du Connecticut, éduquée dans des écoles privées, où on lui avait appris à tenir correctement un verre de vin, à dresser une table pour 12 personnes, à respecter toutes les règles de tous les clubs où l'argent pouvait acheter une place, avait été rejetée, et c'était une femme de ménage du Bronx pour qui Dante Ferraro avait ouvert son portefeuille. Elle appela Dante un après-midi. Sa voix était douce, chaleureuse, soigneusement feignant l'inquiétude. « Dante, je t'appelle en tant qu'ami. Je dois te dire quelque chose car je pense que c'est mon devoir. » Dante répondit brièvement. « Vas-y, cette fille est Maya Santos qui travaille pour toi. J'ai entendu certaines choses plutôt troublantes. Elle a l'habitude d'approcher des hommes riches lorsqu'ils sont vulnérables. Elle le fait de manière méthodique. Dante, je sais de quoi je parle. Quelqu'un me l'a dit. Et pire encore, une source affirme qu'elle a des liens avec le groupe d'Alejandro Varga. Ce nom tomba dans la conversation comme une pierre tombant dans une eau calme. Alejandro Varga. Ce nom n'était pas inconnu de Dante. C'était l'homme qui contrôlait le trafic de drogue dans le Bronx. L'homme dont Dante s'était tenu stratégiquement à distance pendant des années. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il n'avait pas eu besoin de le toucher. Et maintenant, ce nom était associé à Maya. « Qui vous a dit cela ?» demanda Dante d'une voix impassible. « Quelqu'un de fiable, quelqu'un qui la connaît bien. Je te dis ça parce que je m'inquiète pour toi, Dante. Merci d'avoir appelé, dit-il. Puis il raccrocha. Il posa le téléphone sur le bureau et regarda le mur en face de lui. Il ne croyait pas Vivienne. Il ne l'avait jamais cru et il n'allait pas commencer maintenant. Mais le nom de Vargo était différent. Ce nom n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer dans son monde. Dans ce monde, la suspicion n'était pas une émotion. C'était un instinct de survie. Et cet instinct se moquait bien qu'il l'apprécie ou non. Il ne disait qu'un seul mot. Vérifie. Dante décrocha le téléphone et appela Reed. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose à propos de Maya Santos. Vérifie tous les liens qu'elle pourrait avoir avec Alejandro Varga ou n'importe qui de son réseau. Et pendant que tu y es, je veux que tu fouilles aussi dans le passé de Vivienne Ashford. Tout. Reed ne demanda pas pourquoi. Il ne demandait jamais pourquoi. Et pendant que Dante attendait la réponse, pendant que sa machine se mettait en marche pour rechercher la vérité, sa froideur allait devenir la lame la plus tranchante qui allait transpercer Maya, plus tranchante que n'importe quel mot, car elle venait du silence, et le silence ne laisse aucune place à la discussion. Le lendemain matin, Mia arriva à l'appartement terrasse à l'heure, comme tous les autres jours, à 7h15. Elle entra le code, passa la porte, posa son sac dans son coin habituel près de l'entrée de service, changea de chaussures, prit son chiffon et se mit au travail. Tout semblait identique à ce qu'il avait été au cours des 8 derniers mois, mais l'atmosphère avait changé. Elle le sentit immédiatement, non pas avec ses yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Cet instinct qu'elle avait acquis dans son enfance. Depuis les nuits où son père rentrait à la maison plus silencieux que d'habitude, depuis les soirées où sa mère cuisinait sans chanter, depuis les moments où l'air de leur appartement du South Bronx devenait lourd avant qu'il ne se passe quelque chose. Maya avait grandi en apprenant à lire l'atmosphère d'une pièce. Et aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Dante était à la maison. Elle le savait parce que ses chaussures étaient sur le porte-chaussures et que son manteau était accroché au crochet. Mais il n'était pas apparu dans le couloir comme il l'avait fait ces dernières semaines. Il n'y avait pas eu de « bonjour » venant du bureau. Pas de questions sur la santé de Lily Rose. La question qu'il avait commencé à poser récemment, naturellement, sans effort, comme si c'était simplement quelque chose qu'il voulait savoir. Aujourd'hui, il n'y avait rien du tout. Elle nettoya la cuisine, redressa les coussins du canapé, passa l'aspirateur dans le salon. Lorsqu'elle passa devant le bureau, la porte était ouverte. Elle vit Dante assis à l'intérieur, les yeux rivés sur l'écran, et il ne leva pas la tête. Ce n'était pas le genre de non-vision, mais plutôt le genre de vision et de choix de ne pas regarder. Elle continua à travailler, mais il y avait autre chose. Tommy Rousseau était assis dans le salon. Il ne venait pas souvent ici. Maya l'avait vu plusieurs fois, toujours devant la porte ou en bas dans le hall, jamais assis à l'intérieur. Aujourd'hui, il était sur le canapé, son téléphone à la main, mais ses yeux n'étaient pas rivés sur son téléphone. Ses yeux étaient rivés sur elle, pas ouvertement, mais il l'observait. Maya savait ce que cela faisait d'être observée. Elle avait vécu dans des quartiers où être regardée trop longtemps signifiait des ennuis. Elle ne dit rien, garda la tête baissée et travailla, essuyant chaque vitre, redressant chaque livre sur l'étagère.
Son cœur battait plus vite que d'habitude, mais ses mains restaient fermes. Lorsqu'elle sortit les poubelles par la porte de service, elle regarda la rue à travers la fenêtre du couloir et vit un SUV noir garé de l'autre côté de la route qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cela aurait pu être une coïncidence, mais cela n'avait peut-être rien à voir. Dans le monde normal, une voiture garée dans la rue n'avait aucune signification particulière. Mais ce n'était pas le monde normal. C'était l'appartement terrasse de Dante Ferraro. Et Maya était assez intelligente pour savoir que les choses qui se passaient autour d'un homme comme lui n'étaient jamais des coïncidences. Elle termina son travail à 14 heures, rangea ses affaires, remit ses chaussures et passa son sac en bandoulière. Avant d'entrer dans l'ascenseur, elle s'arrêta devant la porte du bureau. Dante était assis là, toujours les yeux rivés sur l'écran. « Il s'est passé quelque chose, Monsieur Ferraro ?» demanda-t-elle. Il leva rapidement les yeux puis détourna le regard. « Non, juste occupé », répondit-il d'une voix plate, pas tout à fait froide, mais qui ne lui offrait aucun point d'ancrage. Elle acquiesça. « Passez un bon après-midi, monsieur. » Puis elle partit. Dans l'ascenseur, elle se tenait seule, regardant les étages défiler, et elle sentit quelque chose de familier revenir. Le froid, pas celui du temps, mais celui de quelqu'un qui avait appris que lorsque la vie vous offrait quelque chose de bien, le plus sûr était de ne jamais croire que cela durerait. Dans le bus qui la ramenait de Manhattan au Bronx, Maya était assise à l'arrière, Lily Rose sur les genoux. Elle venait de la chercher chez Rose, et la petite fille jouait avec les doigts de sa mère, les serrant, gloussant pour quelque chose que seule une enfant de 2 ans pouvait trouver drôle. Maya regarda sa fille. Elle pensa aux 22 800 $ qui avaient été versés, à la carte manuscrite, à la voix de Dante disant que ce que son frère avait fait ne changeait rien. Puis elle pensa à la journée d'aujourd'hui, à Tommy assis dans le salon qui l'observait, au SUV de l'autre côté de la rue, aux mots vides de sens. Et elle comprit, non pas avec des preuves, mais avec ses os, sa peau, ses 27 années passées dans un monde où chaque bonne chose avait un prix. Cette nuit-là, dans le studio de Hunts Point, Lily Rose eut un problème respiratoire à 2 heures du matin. Le sifflement a transpercé le sommeil de Maya comme une lame. Elle s'est réveillée en sursaut, a installé le tube médical dans le nébuliseur, a tenu le masque sur le nez et la bouche de sa fille tandis que Lily Rose pleurait et se tortillait, les yeux écarquillés de terreur, ses petites mains agrippant le poignet de sa mère. Maya la tenait d'une main, l'appareil de l'autre, et elle chantait doucement en espagnol, la chanson que sa mère lui chantait autrefois les nuits où elle avait peur. Dans cet appartement du South Bronx, lorsque des coups de feu résonnaient à l'extérieur et que sa mère la serrait dans ses bras en lui murmurant « No pasa nada, mamor, mama agi », Maya chanta la même chanson à Lily Rose, seule dans le noir. Personne ne se tenait à la porte de la chambre pour frapper. Personne n'appela de médecin dans les 15 minutes qui suivirent. Il n'y avait qu'elle, sa fille, le nébuliseur et la vieille chanson. L'épisode prit fin au bout de 20 minutes. Lily Rose s'était rendormie sur la poitrine de sa mère, le masque toujours posé légèrement sur son nez. Maya, elle, ne pouvait pas se rendormir. Assise contre le mur, elle fixait le plafond écaillé, écoutait les souris courir dans les murs, et se disait qu'elle avait peut-être eu tort de commencer à espérer. Mais ce que Dante découvrit pendant ces heures ne le mènerait pas là où il pensait. Cela le mènerait à une vérité tout à fait différente. Et cette vérité le forcerait à affronter non pas Maya, mais lui-même. Reed Calloway rappela le 2e jour. Il n'avait pas appelé plus tôt parce que Reed n'appelait jamais avant d'être certain de tout. C'était pour cela que Dante lui faisait confiance. Dans un monde où les gens parlaient avant de savoir, Reed savait avant de parler. Le rapport arriva par email crypté, et Dante l'ouvrit dans son bureau à 23 heures, seul, avec l'écran de son ordinateur portable, comme seule source de lumière dans la pièce. Première partie, Maya Santos. Aucun lien avec Alejandro Varga. Ni direct, ni indirect, ni par l'intermédiaire de qui que ce soit. Aucun antécédent de rapprochement avec des hommes riches, aucun casier judiciaire, aucun signe de quoi que ce soit de ce que Vivian avait décrit. Au lieu de cela, Reed trouva 5 anciens employeurs pour lesquels Maya avait travaillé au cours des 3 dernières années. Tous les 5 confirmèrent la même chose. Ponctuelle, honnête, prudente, elle travaillait comme si la maison lui appartenait. L'une d'entre eux, une femme âgée de Park Slope, à Brooklyn, avait écrit une note dans sa réponse à l'entreprise de nettoyage, et Reed la copia mot pour mot dans le rapport. Elle s'est partie parce que sa fille était née prématurément et devait rester longtemps à l'hôpital. J'ai gardé sa place pendant 3 mois. Elle a refusé, disant qu'elle ne voulait pas prendre d'argent pendant qu'elle ne travaillait pas. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle.
Je regrette qu'elle ne soit jamais revenue. Dante a lu ce passage 2 fois, puis il est passé à la deuxième partie. Vivian Ashford et Richard Ashford. Et là, tout a basculé. Richard Ashford était secrètement en contact avec Alejandro Varga depuis 6 mois. Pas à titre social, mais professionnel. Ashford essayait d'ouvrir une route privée via le port de Newark, le même canal que celui contrôlé par Dante, mais sans Dante. Il avait utilisé les canaux de communication déjà disponibles grâce à son ancien partenariat avec Dante pour contacter des personnes au port, puis s'était tourné vers Varga pour remplacer à la fois l'approvisionnement et la protection. C'était une trahison, pure, précise, délibérée. Et Vivienne le savait. Non seulement elle le savait, mais elle l'avait aidé. L'appel calomniant Maya n'était pas l'acte impulsif d'une femme jalouse. C'était une tactique, une diversion. Il visait à faire en sorte que Dante se concentre sur la femme de ménage dans sa propre maison, au lieu de voir le couteau qui lui était planté dans le dos via le port de Newark. Mais Reed découvrit également une autre couche. Celle-ci était plus profonde, plus sordide, et elle était liée à un nom que Maya avait essayé d'oublier. Derek Molina, le père de Lily Rose, l'homme qui était parti en prononçant 4 mots. Je ne suis pas prêt. Reed a retrouvé Derek à Atlantic City, où il travaillait désormais pour Richard Ashford. Ce n'était pas une coïncidence. Ashford avait trouvé Derek dans les cercles de jeu, le même réseau dans lequel Jorge Santos était noyé. George avait des dettes. George parlait trop quand il était ivre. George avait mentionné par inadvertance sa sœur, le riche patron, l'argent de l'hôpital. L'information était passée de la bouche de George aux oreilles des prêteurs au réseau de Varga, du réseau de Varga à Ashford. Et Ashford avait récupéré Derek Molina comme on récupère un pion de jeu d'échecs bon marché. Il a remboursé sa dette de jeu. Et en échange, Derek était prêt à servir de faux témoin si nécessaire. Prêt à dire n'importe quoi sur Maya pour soutenir le plan d'Ashford, une carte de secours. Bon marché, sale et prêt. Dante a lu le rapport en entier. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque lecture, l'image devenait plus claire. Et à chaque fois qu'elle devenait plus claire, la chose qui lui serrait la poitrine tirait plus fort. Il a fermé l'ordinateur portable. Le bureau est plongé dans l'obscurité. Manhattan brillait toujours derrière la vitre. Des millions de lumières, ignorant tout de ce qui se passait dans cette pièce. Il resta assis dans le noir et repensa à la veille, à la façon dont il n'avait pas levé les yeux lorsque Maya était passée devant lui. Au mot « juste occupé » qu'il lui avait lancé, comme on jette une pièce de monnaie sur le trottoir, à la façon dont Tommy s'était assis dans le salon et l'avait observée comme si elle était une suspecte. Il repensa aux yeux de Maya lorsqu'elle lui avait demandé « Il s'est passé quelque chose ?» Il y avait vu quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Pas de la peur, mais de la préparation. Elle s'était préparée à perdre ce qui venait de lui être donné. Elle s'y était préparée parce qu'elle avait déjà perdu trop souvent auparavant. Et lui, Dante Ferraro, l'homme auquel personne dans ces rues n'oserait jamais tourner le dos, avait failli tourner le dos à la seule fille qui, dans 8 mois, avait osé lui dire la vérité. Il avait donné des ordres qui avaient détruit les empires commerciaux d'autres hommes sans perdre une minute de sommeil. Il s'était assis en face des hommes les plus dangereux de cette ville sensillée. Mais ce soir-là, dans le bureau plongé dans l'obscurité, il ne pouvait pas dormir. Pas à cause d'Ashford, pas à cause de Varga, mais parce qu'il était presque devenu un nom de plus sur la longue liste des personnes qui avaient tourné le dos à Maya Santos. Dante ne dormit pas cette nuit-là, mais à 5 heures du matin, il était déjà assis à son bureau, téléphone à la main, et commençait à faire ce qu'il faisait le mieux, agir. Dans le monde de Dante Ferraro, les excuses ne venaient pas avant l'action. L'action passait avant tout. Les mots venaient après, s'ils étaient nécessaires. Le premier appel, à 5h15 du matin, était destiné à son avocat privé. La voix de Dante était calme, claire. Chaque phrase était un ordre. Rompez tout lien commercial avec Richard Ashford, tous les accords communs, tous les contrats, tous les accords verbaux. Mettez-y un terme. Je veux que la notification officielle soit sur le bureau d'Ashford avant midi aujourd'hui. La raison invoquée dans la notification est un abus de confiance grave. En plus de cela, il envoya à son avocat toutes les preuves que Reed avait rassemblées sur l'opération du port de New York, sur le lien entre Ashford et Alejandro Varga concernant le projet d'ouvrir une route privée et d'écarter Dante sans intenter de poursuite. Dans ce monde, les gens ne se poursuivaient pas en justice. Les preuves existaient pour qu'Ashford sache que Dante était au courant. Et dans ce monde, lorsque l'autre partie savait que vous étiez au courant, le jeu était terminé. Le deuxième appel était destiné à Tommy Russo, à Atlantic City.
Derek Molina, trouvez-le, ne lui faites rien. Rencontrez-le simplement et faites-lui clairement comprendre que s'il s'approche à moins de 160 kilomètres de Maya Santos ou de sa fille, sa vie changera d'une manière qui ne lui plaira pas. Tommy Rousseau ne posa pas d'autres questions. Il était en route pour Atlantic City avant 8 heures ce matin-là. Avant midi, Tommy rappela. C'est fait, il a compris. Il ne reviendra pas. Dante savait que Tommy n'avait pas besoin d'en dire plus, et Derek Molina, l'homme qui avait abandonné une fille enceinte avec 4 mots dans un SMS, n'était pas du genre à avoir le courage d'affronter quoi que ce soit de vraiment effrayant. Il allait disparaître, et il disparut. Avant 14 heures cet après-midi-là, l'avis de licenciement était sur le bureau de Richard Ashford. La nouvelle se répandit dans leur cercle plus vite qu'Internet. Dante Ferraro avait coupé les ponts avec Ashford. Personne ne savait exactement pourquoi, mais tout le monde comprenait que lorsque Dante se débarrassait de quelqu'un, cette personne ne devait pas perdre son temps à demander pourquoi. Elle devait commencer à compter ce qui lui restait. C'était fait. Tout ce qui devait être fait avait été fait. Et maintenant venait la partie la plus difficile, la partie dans laquelle Dante n'était pas doué, la partie qui nécessitait des mots, jeudi. Maya est venue à l'appartement terrasse. Elle est entrée, a posé son sac dans le coin habituel, a changé de chaussures, et lorsqu'elle a levé les yeux, Dante l'attendait déjà dans le couloir. Elle s'est arrêtée et l'a regardé. Dans ses yeux, il voyait la prudence qu'il y avait lui-même mise 2 jours plus tôt, et cela lui a serré le cœur. « Je dois te présenter mes excuses. » Maya resta immobile, complètement immobile. Elle ne cligna pas des yeux, ne respira pas plus fort, ne réagit d'aucune manière visible. Mais Dante reconnut cette immobilité comme une réaction. C'était la réaction de quelqu'un qui ne croyait pas ce qu'il venait d'entendre. En 8 mois de travail ici, elle n'avait jamais entendu Dante Ferraro dire le mot « pardon ». Personne ne l'avait entendu le dire. Ce mot n'existait pas dans son vocabulaire. Il n'existait pas dans son monde où s'excuser signifiait admettre sa faute. Et admettre sa faute signifiait montrer sa faiblesse. Et la faiblesse était le genre de chose qui pouvait vous coûter la vie. Mais il le lui disait. « J'ai entendu un mensonge à ton sujet », dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je n'y croyais pas, mais cela a influencé la façon dont je te traitais. Tu l'as remarqué, et j'aurais dû venir te parler directement au lieu de m'éloigner. C'est ma faute. » Maya resta silencieuse pendant quelques secondes, puis elle dit, d'une voix très douce, sans colère, sans tristesse, seulement fatiguée. Le genre de fatigue qui appartient à quelqu'un qui a vécu cela trop souvent auparavant. Je l'ai remarqué. Je l'ai su le jour même. Elle fit une pause. Je pensais que c'était juste une fois de plus. Une fois de plus quoi? Une fois de plus, quelqu'un a décidé que je ne méritais pas la bonne chose qui venait d'entrer dans ma vie. La phrase resta suspendue dans l'air entre eux. Dante n'avait pas de réponse. Non pas parce qu'il ne trouvait pas les mots, parce qu'aucun mot n'était suffisant. Aucune phrase qu'il aurait pu prononcer n'aurait pu effacer les 27 années que Maya avait passées à vivre dans un monde qui ne cessait de lui confirmer qu'elle ne méritait rien de bon. Il ne pouvait pas réparer cela avec une phrase. Il ne pouvait le réparer qu'en agissant différemment. À partir de maintenant, il acquiesça. Il ne dit rien de plus. Maya ne dit rien de plus non plus. Elle le regarda une seconde de plus, puis acquiesça légèrement, se détourna, prit son chiffon et se mit au travail comme tous les autres jours. Mais pas exactement comme tous les autres jours. Car aujourd'hui, pour la première fois, elle ne dit pas « Monsieur Ferraro ». Elle ne l'avait pas non plus appelé « vous » comme avant. Elle ne l'avait appelé par aucun titre. Elle l'avait simplement regardé et lui avait parlé franchement, comme si elle s'adressait à un égal. Et Dante comprit que ce n'était pas un manque de respect. C'était quelque chose que Maya accordait à très peu de gens. La vérité sans détour. Mais Dante ne lui avait pas révélé la partie la plus dangereuse. Il ne lui avait pas dit que Derek était à Atlantic City. Il ne lui a pas dit que Derek travaillait pour Ashford. Il ne lui a pas dit qu'Ashford avait trouvé Derek grâce au cercle de jeu de Jorge. Il ne lui a pas dit parce qu'il savait qu'il y avait des vérités qui protégeaient les gens et des vérités qui les détruisaient. Savoir que le père de sa fille était payé pour être prêt à mentir à son sujet, c'était le genre de vérité qui détruisait. Et Dante avait choisi de garder cette partie dans l'ombre, là où elle devait rester, là où Mia n'avait pas besoin de la voir. Une semaine après les excuses, tard dans l'après-midi, alors que Mia venait de terminer son travail et s'apprêtait à partir, Dante l'appela dans son bureau. Il se tenait debout près de la fenêtre, sans s'asseoir. Et Maya comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une conversation informelle. Il s'y était préparé. Il alla droit au but, comme il le faisait toujours, sans tourner autour du pot,
sans commencer par des banalités, sans adoucir quoi que ce soit. J'ai besoin d'un gestionnaire à plein temps pour le penthouse, pas seulement pour le nettoyage, la réception des livraisons des fournisseurs, la supervision de l'entretien quand je ne suis pas là, l'organisation des horaires des réparateurs, gérer les fournitures ménagères, quelqu'un en qui j'ai confiance. Présente tous les jours, Maya écoutait, les bras le long du corps, sans les serrer ni les croiser sur sa poitrine. Elle écoutait vraiment, sans réagir pour l'instant. Le salaire est de 5 500 $ par mois. Assurance maladie complète, y compris pour Lily Rose. Le coût total des médicaments, du matériel et des rendez-vous de suivi serait inclus dans la police. Maya cligna des yeux une fois lorsqu'elle entendit ce chiffre, 5 500. Elle gagnait 3 200 $ grâce à 3 emplois différents, travaillant du matin jusqu'à tard le soir sans jour de congé, sans assurance, et le chiffre qu'il venait de mentionner était presque le double pour un seul emploi, poursuivit Dante. À l'étage en dessous du penthouse, il y a une pièce séparée avec sa propre entrée, sa propre salle de bain, assez grande pour 2 personnes. Cette pièce est vide depuis 3 ans. Vous et Lily Rose pouvez y vivre si vous le souhaitez, sans loyer. Il s'est arrêté, l'a regardé, mais il s'agit d'une offre d'emploi, pas d'une faveur, ni d'une œuvre de charité. J'ai besoin de quelqu'un et je te fais confiance. Si tu ne veux pas, si tu ne te sens pas à l'aise, tout restera comme avant. Les médicaments seront toujours pris en charge. L'hôpital sera toujours pris en charge, sans condition. Cela n'a rien à voir avec le fait que tu acceptes ou non. Maya ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, puis regarda autour d'elle, puis baissa les yeux vers ses mains. Il voyait qu'elle calculait, non pas l'argent, mais le risque, le prix que les gens lui attribueraient si elle acceptait, les rumeurs qui se répandraient plus vite que la vérité. Elle calculait la façon dont le monde verrait une jeune fille de 27 ans originaire du Bronx, emménagée dans l'appartement-terrasse d'un homme riche. « Les gens vont parler », dit-elle doucement. « Ils le font déjà », répondit Dante, d'une voix qui n'était ni provocante ni arrogante, mais qui disait simplement la vérité. Maya acquiesça lentement. « Donnez-moi quelques jours. » Elle retourna dans le Bronx cet après-midi-là. 5 jours. Pendant 5 jours, elle vint à l'appartement-terrasse et travailla comme d'habitude, sans jamais mentionner l'offre, sans jamais poser d'autres questions, sans jamais donner le moindre signe. Dante ne posa pas non plus de questions. Il avait fait sa part. Le reste lui appartenait. Le 6e jour, Maya arriva 15 minutes plus tôt que d'habitude. Elle frappa à la porte du bureau, même si celle-ci était déjà ouverte. Il leva les yeux. « Je l'accepte », dit Maya d'une voix claire, ferme, sans hésitation. « Mais à une condition », attendit Dante. « Je veux que ce soit clair, je suis une employée. Je travaille et vous me payez pour ce travail. Je ne suis pas ici par pitié, ni par faveur. Je suis ici uniquement parce que je suis capable de faire ce dont vous avez besoin et que vous me payez équitablement pour cela. Je ne veux pas que quiconque pense autre chose. » Elle marqua une pause, y compris vous. Dante la regarda. Elle se tenait droite, les épaules droites, le regard droit. Lily Rose n'était pas là aujourd'hui, mais Maya portait sa fille dans chacune de ses décisions. Et elle prit celle-ci avec une dignité que 27 ans de vie n'avaient pas réussi à lui enlever, malgré tous leurs efforts. Dante ne dit qu'un seul mot. D'accord. 2 semaines plus tard, Maya et Lily Rose emménagèrent dans la pièce située à l'étage inférieur du penthouse. La pièce était plus petite que toutes les autres pièces du penthouse, mais 3 fois plus grande que le studio de Hunts Point. Elle avait une fenêtre donnant sur une ruelle étroite derrière l'immeuble, sans vue sur Manhattan, mais elle bénéficiait de la lumière du soleil le matin. Et pour Maya, la lumière du soleil le matin était déjà un luxe. Le premier jour, Lily Rose a rampé partout dans la nouvelle chambre, touchant tout, riant devant le mur blanc comme si celui-ci lui racontait des blagues. Maya s'est assise par terre pour regarder sa fille, et pour la première fois depuis très longtemps, la pièce dans laquelle elle était assise ne contenait pas de souris dans les murs. À partir de ce jour, l'appartement-terrasse changea. Pas de manière spectaculaire, pas avec des fêtes ou du bruit, seulement dans les petites choses. Le bruit de petites pieds sur le parquet, le babillage d'une petite voix tôt le matin qui montait de l'étage inférieur, le rire sans raison d'un enfant de 2 ans qui découvrait le monde. L'appartement-terrasse était resté silencieux pendant 3 ans. 3 ans où l'on n'entendait que les pas d'un homme vivant seul dans des pièces trop grandes pour une seule personne. Et maintenant, il y avait le bruit d'un enfant. Dante ne savait pas quand il avait commencé à attendre ce bruit chaque matin. Il ne savait pas quand il avait commencé à se réveiller 10 minutes plus tôt, à préparer du café, à rester debout dans la cuisine et à écouter les babillages qui montaient de l'escalier,
comme si c'était le son qui manquait à cette maison depuis 3 ans sans qu'il s'en rende compte. Mais 3 mois à Venboss et le penthouse n'étaient plus le même endroit. Non pas parce que le mobilier avait changé, ni parce que les murs avaient été repeints ou que l'intérieur avait été réaménagé, mais à cause du bruit. Avant, quand Dante se réveillait, la première chose qu'il entendait était le silence. Le silence des planchers en bois froid, d'une cuisine vide, d'une tasse de café préparée pour une seule personne. Maintenant, la première chose qu'il entendait était Lily Rose. Le son de ses babillages montait de l'étage inférieur par l'escalier. Son rire sans raison apparente. La douce voix de Maya qui lui parlait en espagnol. Vamos, mamor, vamos. Et ses petites pas sur le sol. Mal assuré, trébuchant, puis à nouveau mal assuré. Lily Rose apprenait à marcher. À 2 ans et demi, elle était plus lente que les autres enfants, car elle avait passé les premiers mois de sa vie dans une couveuse et sous respirateur artificiel, plutôt que sur le sol. Mais elle essayait chaque jour avec une patience que seuls les enfants qui ont dû se battre avant même de savoir ce qu'est se battre peuvent avoir. Un après-midi, Maya s'accroupit au milieu du salon, les bras ouverts, appelant sa fille. « Viens ici, mon amour, viens voir maman. » Lily Rose se tenait à environ 4 pas d'elle, les 2 mains levées sur les côtés pour garder l'équilibre, les yeux grands ouverts et concentrés, tout son corps se balançant comme un petit bateau sur l'eau. Elle fit un pas, puis 2, puis pencha vers la droite, perdit l'équilibre et tomba sur le sol, et rit. Elle rit comme si tomber était la meilleure partie du jeu. Maya rit avec elle, le genre de rire réservé aux enfants, le genre de rire que Dante n'avait jamais vu sur son visage ailleurs. Dante se tenait à la porte du bureau. Il n'avait pas été invité. Personne ne l'avait appelé. Il avait seulement entendu les rires et était sorti. Puis il s'était tenu là, appuyé contre le cadre de la porte, à regarder. Lily Rose leva les yeux après sa chute, regarda sa mère, puis tourna la tête et vit Dante. Elle le regarda, puis leva la main et le désigna. Un petit doigt tendu, sa bouche émettant un son qui n'était pas un mot, mais qui était clairement destiné à l'appeler. Dante entra dans le salon. Il s'assit par terre à quelques pas de Lily Rose. Elle se tourna vers lui, tituba dans sa direction. 1 pas, 2 pas, 3 pas, puis elle tomba en avant et Dante la rattrapa. Ses mains la soutinrent sous les bras et la soulevèrent doucement. Lily Rose tenait dans ses mains, si légère qu'il oublia un instant qu'un être humain pouvait peser si peu. Elle se tortilla, leva le visage pour le regarder, puis leva sa petite main vers son visage. Cette petite main toucha la cicatrice. La légère cicatrice qui allait de sa tempe à sa joue gauche, la chose que les adultes remarquaient et évitaient de mentionner, la chose que ses rivaux voyaient et comprenaient comme un avertissement. Mais Lily Rose n'était pas une adulte. Elle ne connaissait pas la peur. Elle toucha la cicatrice avec la curiosité innocente d'un enfant, avec ses doigts doux qui ne savaient pas encore que ce monde contenait des choses qu'il ne fallait pas toucher. Puis elle la tapota légèrement, comme pour l'apaiser. Dante sourit. Pas le sourire qu'il arborait dans les salles de conférence, calculé, mesuré, utilisé comme un outil. C'était un sourire différent, un sourire authentique, un sourire qui venait d'un endroit qu'il croyait fermé depuis longtemps. Maya les observait tous les deux, accroupis sur le sol. Elle ne disait rien. Elle se contentait de regarder et dans ses yeux, quelque chose changea doucement, comme une porte qui s'ouvrait un peu plus sans faire de bruit. Puis vint une autre nuit, à 3 heures du matin. La respiration sifflante interrompit le sommeil de Maya, comme d'habitude, mais cette fois, lorsqu'elle s'assit et inséra le tube de médicaments dans le nébuliseur, la machine ne fonctionna pas. Elle appuya sur le bouton. Rien. Elle appuya à nouveau. Pas de lumière. Elle l'a démonté, remonté, vérifié le cordon d'alimentation, vérifié la prise. Rien. L'appareil respiratoire était en panne. Lily Rose respirait bruyamment, chaque respiration plus lourde que la précédente. Les yeux écarquillés dans l'obscurité, terrifiée, elle agrippait la chemise de sa mère. Sans réfléchir, Maya a pris sa fille dans ses bras et courut dans les escaliers, a traversé le couloir à l'étage et a frappé à la porte de Dante. Fort, avec insistance. La porte s'est ouverte en 3 secondes. Dante s'est levé, instantanément réveillé. Le genre d'éveil qui caractérise un homme qui n'a jamais vraiment dormi profondément. Le genre d'éveil qui vient du fait de vivre dans un monde où un coup frappé à la porte à 3 heures du matin peut signifier n'importe quoi. Il a regardé Maya, a regardé Lily Rose dans ses bras et entendu le bruit de la respiration de l'enfant et n'a posé aucune question. Il a pris son téléphone et a appelé son médecin privé. Le médecin est arrivé en 15 minutes. Pendant ces 15 minutes,
Dante, Maya et Lily Rose s'assirent sur le sol du salon, le dos contre le mur. Lily Rose était allongée entre eux, la tête sur les genoux de sa mère, les pieds touchant la cuisse de Dante. Elle respirait encore difficilement, mais elle était moins effrayée maintenant que sa mère était là. Et il y avait une autre personne ici aussi, quelqu'un qu'elle connaissait, l'homme avec la cicatrice qu'elle aimait toucher. Maya était assise, immobile, les yeux fixés sur sa fille, les oreilles attentives à chaque respiration. Et à un moment donné, pendant ces 15 minutes, sa main se posa sur celle de Dante. Elle ne s'en rendit pas compte. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas romantique. C'était instinctif. L'instinct de quelqu'un qui avait peur. L'instinct de chercher quelque chose de stable dans l'obscurité. Et la chose stable la plus proche était sa main. Dante baissa les yeux, sa main sur la sienne, plus petite, plus chaude, tremblant légèrement. Il ne la retira pas. Il ne referma pas sa main sur la sienne. Il la laissa simplement là. Il laissa sa main là où elle était pour qu'elle puisse s'y accrocher. Le médecin arriva, examina Lily Rose, remplaça le nébuliseur par le kit de secours dont Dante ignorait l'existence, jusqu'à ce que Reed en achète un à l'avance sur ses ordres la semaine précédente. Et la petite fille allait bien. Elle se rendormit sur la poitrine de sa mère, là, sur le sol du salon, et Maya resta assise là, le dos toujours appuyé contre le mur, les yeux secs maintenant, mais pas fermés. Dante s'assit à côté d'elle. Aucun des deux ne parla dans le penthouse à 4 heures du matin, Manhattan dormant tranquillement derrière la vitre. Le silence entre eux n'était pas un silence vide. C'était le genre de silence que seules deux personnes ayant traversé une nuit difficile ensemble pouvaient comprendre. Mais il y aurait une autre nuit sur le balcon qui changerait tout entre eux. La nuit où Dante lui révéla ce qu'il n'avait dit à personne depuis 5 ans. Cette nuit arriva sans prévenir. Comme toutes les nuits importantes de la vie semblent arriver sans que personne ne les ait prévues. Lily Rose dormait depuis 21 heures, reposant paisiblement dans sa chambre à l'étage inférieur. Le penthouse était calme. Maya était assise sur le balcon à l'étage avec une tasse de thé, contemplant Manhattan qui s'étendait sous ses yeux. Des millions de lumières s'étendaient à perte de vue. Dante sortit sur le balcon avec un verre de vin et s'assit sur la chaise à côté d'elle. Il ne lui demanda pas s'il la dérangeait. Il n'en avait pas besoin. Ils avaient dépassé depuis longtemps le stade où ils se posaient ce genre de questions. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Un silence auquel ils s'étaient tous deux habitués. Un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé par des mots. Puis Maya parla doucement, les yeux toujours fixés sur la ville. « Je voudrais te poser une question, mais si tu ne veux pas y répondre, tu n'es pas obligé. » Dante se tourna vers elle. « Pose la question à la cicatrice, » dit Maya, détournant son regard de la ville pour le poser directement sur la ligne qui allait de sa tempe à sa joue gauche. Lily Rose la touche tous les jours comme si c'était la chose la plus normale au monde. Mais je ne t'ai jamais posé la question. Dante ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux vers le vin dans sa main, fit légèrement tourner le verre. Les lumières de la ville scintillaient à la surface. Le silence s'étira pendant 10 secondes, 20 secondes. Maya ne le pressa pas. Elle avait vécu assez longtemps avec le silence pour savoir que certains silences ont besoin de temps, pas de pression. Puis Dante parla. Sa voix était plus basse que d'habitude. Ce n'était pas la voix qu'il utilisait pour donner des ordres. Ce n'était pas la voix qu'il utilisait dans les négociations. C'était la voix d'un homme qui ouvrait une porte qu'il avait gardée fermée pendant 5 ans. Ma sœur s'appelait Isabella. Elle est morte à 23 ans, il y a 5 ans. Maya ne dit rien. Elle se tourna simplement vers lui, lui faisant comprendre qu'elle était là, qu'elle l'écoutait. Isabella était toxicomane. Tout avait commencé avec des analgésiques après un accident de voiture quand elle avait 19 ans. Des analgésiques à l'oxy, puis à quelque chose de plus fort. Je l'ai découvert trop tard. Quand je l'ai découvert, j'ai tout fait. Le meilleur centre de désintoxication, les meilleurs médecins. L'argent n'a jamais été un problème. Je pensais que l'argent pouvait tout régler. Dante s'est arrêté, a pris une inspiration. Mais je n'étais pas là. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. J'ai tout payé, mais je n'étais jamais là. Il y avait toujours une réunion, toujours une affaire, toujours quelque chose de plus urgent que ma propre sœur. Il posa son verre de vin. La dernière nuit, Isabella m'a appelé. Son nom s'est affiché sur mon téléphone. J'étais en réunion. J'ai regardé son nom vibrer sur la table et j'ai pensé, demain. Sa voix ne tremblait pas, mais elle était plus faible maintenant. Assez faible pour que Maya puisse entendre ce qui se cachait derrière. Ce que Dante avait caché derrière chaque ordre, chaque regard froid, chaque décision impitoyable au cours des 5 dernières années. Il n'y avait pas de lendemain. Isabella est morte d'une overdose cette nuit-là, seule,
dans l'appartement dont je payais le loyer, mais dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. Il a touché la cicatrice, non pas inconsciemment, mais délibérément, comme un homme qui touche quelque chose qui existe pour lui rappeler ce qu'il n'a jamais le droit d'oublier. Cette nuit-là, j'ai frappé le miroir de la salle de bain. Le verre m'a coupé le visage. Je ne me suis pas fait recoudre tout de suite. Je l'ai laissé saigner. Et quand la plaie a cicatrisé, j'ai gardé la cicatrice parce que je voulais me souvenir. Chaque matin, quand je me regarde dans le miroir, je veux me souvenir que j'ai dit demain à la personne qui avait le plus besoin de moi. Et ce lendemain n'est jamais venu. Le balcon est devenu silencieux. Manhattan brillait toujours en contrebas. Mais ici, au dernier étage, l'espace appartenait à deux personnes. Et à l'histoire que Dante venait de raconter pour la première fois à quelqu'un d'autre. Il l'avait portée seule pendant 5 ans. Pendant 5 ans, cette histoire avait vécu sous chaque décision qu'il avait prise, sous chaque mur qu'il avait construit, sous la raison pour laquelle il ne laissait personne s'approcher de lui. Et il venait de la raconter à la fille de Hunts Point, celle dont il ne connaissait même pas le nom il y a 8 mois. Maya n'a pas dit « Je suis désolé pour ta perte ». Elle n'a pas dit « Ce n'était pas ta faute ». Elle n'avait rien dit de ce que les gens disent habituellement quand ils ne savent pas quoi dire. Elle n'avait rien dit du tout. Au lieu de cela, elle avait levé la main lentement, doucement, et l'avait posée sur la cicatrice sur son visage, comme Lily Rose l'avait fait, mais différemment. Ses doigts étaient chauds, tremblant légèrement, reposant sur la ligne qui allait de sa tempe à sa joue gauche, l'endroit que personne n'avait été autorisé à toucher pendant 5 ans, l'endroit que ses partenaires voyaient et évitaient, que ses ennemis voyaient et comprenaient, et que Dante voyait chaque matin dans le miroir et se rappelait. Maya la toucha, et Dante ferma les yeux. Il ne se retira pas, ne se raidit pas, ne recula pas pour se défendre. Pour la première fois en 5 ans, quelqu'un touchait cette blessure et il ne reculait pas. Il resta assis là, les yeux fermés, les mains posées sur ses cuisses, et la laissa toucher la partie de lui qui lui faisait le plus mal sans broncher. Ils restèrent ainsi pendant un moment. Personne ne savait combien de temps, personne ne compta. Puis Maya baissa doucement la main, et tous deux se retournèrent vers la ville, chacun s'accrochant à son propre silence. Mais d'une manière ou d'une autre, la distance entre leurs chaises s'était raccourcie par rapport à ce qu'elle était auparavant. Mais le monde de Dante Ferraro ne laissait aucune place à la douceur. Et là-bas, au-delà des lumières de Manhattan, au-delà du verre insonorisé, quelqu'un l'observait toujours. Vivian Ashford n'était pas le genre de femme à accepter la défaite. Elle avait perdu le contrat, perdu la relation d'affaires de son mari avec Dante, perdu sa place dans le réseau social dès que la nouvelle s'était répandue que Dante avait coupé les ponts avec Ashford. La nouvelle se répandit dans leur cercle comme un feu dans l'herbe sèche. Mais au lieu de battre en retraite, elle fit ce que font souvent les gens acculés. Elle passa à la vitesse supérieure. Vivian savait que Richard avait toujours un contact avec Alejandra Varga depuis ses mois de coopération secrète. Ce canal n'avait pas été fermé parce que Varga se moquait que Dante ait rompu avec Ashford. Varga ne s'intéressait qu'aux informations et Vivian avait des informations. Elle a forcé Richard à appeler l'un des hommes de Varga. Richard a hésité. Il savait qu'il marchait sur une corde raide. Il savait que Dante avait déjà la preuve de la trahison et qu'il ne l'avait tout simplement pas encore utilisée à son plein potentiel. Mais Vivian ne l'a pas laissé reculer. Elle avait trop perdu. L'humiliation s'était transformée en quelque chose de plus dangereux, quelque chose qui ne se souciait plus des conséquences. Les informations que Vivian a données à Vargo étaient simples, précises et mortelles. Dante Ferraro est un point faible. Une fille nommée Maya Santos et sa petite fille vivent actuellement dans son appartement terrasse, à l'étage inférieur, avec une entrée privée, sans garde du corps. Dans le milieu, ce genre d'information n'est pas du commérage. C'est une arme. 3 jours plus tard, Maya emmena Lily Rose à Moundsea pour un rendez-vous de suivi de routine. La visite se déroula normalement. Le docteur Park dit que les poumons de la petite fille s'amélioraient bien et qu'il pourrait peut-être réduire la dose de beauté le mois prochain. Maya sortit sa fille de l'hôpital, prit un taxi pour retourner à Tribeca et sur le chemin du retour, au coin de la 97e rue et de Madison, elle regarda par la vitre arrière et vit une berline noire qui les suivait. Elle regarda à nouveau. La voiture était toujours là, gardant une distance de 2 voitures, sans dépasser, sans tourner, simplement en suivant. Maya savait ce que cela signifiait d'être suivie. Elle avait grandi dans le sud du Bronx. Elle connaissait la différence entre une coïncidence et une intention. C'était intentionnel. Elle a sorti son téléphone et a appelé Dante. Il a répondu avant la fin de la première sonnerie.
Une voiture me suit, a dit Maya, essayant de rester calme, même s'il pouvait entendre que sa respiration était plus rapide que d'habitude. À cet instant, la voix de Dante a changé. Mia avait entendu de nombreuses versions de la voix de Dante au cours des derniers mois. La voix calme qu'il utilisait avec elle, la voix chaleureuse lorsqu'il jouait avec Lily Rose, la voix grave sur le balcon, la nuit où il lui avait parlé d'Isabella. Mais cette voix-là, elle ne l'avait jamais entendue auparavant. Elle était tranchante, froide, précise. Elle n'avait plus rien à voir avec celle de l'homme qui s'était assis par terre à 3 heures du matin, la laissant lui tenir la main dans le noir. C'était une voix différente, la voix du patron Ferraro. « Où es-tu? Indique-moi ton emplacement exact. Au coin de la 97e et de Madison, dans un taxi. Ne sors pas de la voiture, ne te retourne plus. » Tommy Russo arrive. Il raccrocha. Maya serra Lily Rose plus fort contre sa poitrine. La petite fille dormait, inconsciente de tout. Le taxi continuait d'avancer. La berline noire restait derrière eux. 3 minutes plus tard, 2 SUV noirs apparurent dans des directions opposées et se placèrent entre le taxi de Maya et la berline. Rapide, précis, professionnel. Tommy Russo sortit du SUV de tête, ouvrit la porte du taxi et fit monter Maya et Lily Rose dans son véhicule. La berline noire s'arrêta un instant, puis fit demi-tour et disparut dans la circulation de Manhattan. Tommy ne la poursuivit pas, il n'en avait pas besoin. Il avait relevé la plaque d'immatriculation dès que la berline était apparue sur la caméra du tableau de bord. Cette plaque se trouvait sur le bureau de Dante moins d'1 heure plus tard. La voiture était une location enregistrée sous un faux nom, mais la société de location avait des liens avec l'une des opérations secondaires de Varga dans le Queens. La boucle était bouclée. Viven, Richard, Varga, Laberline, tout était lié par des fils que Reed et Tommy ont mis moins d'1 journée à retracer. 48 heures plus tard, Dante a mis fin à tout cela. Sans bruit, sans violence publique, fidèle au style Ferraro. C'était précis, chirurgical, et n'a laissé aucune trace que les journaux auraient pu trouver. Richard Ashford a reçu un appel de l'avocat de Dante, accompagné de copies de toutes les preuves concernant ses liens avec Varga, l'opération portuaire, l'utilisation de Derek Molina, la transmission de l'emplacement de Mia aux hommes de Varga. Une deuxième copie a été envoyée au FBI par une voie anonyme. L'opération portuaire de Newark a été complètement gelée. Au même moment, un message a été transmis à Alejandro Varga. Pas par téléphone, ni par un intermédiaire, mais par le type de canal que tout le monde dans ce milieu comprenait. Le message était très court. Maya Santos et sa fille sont sous la protection de la famille Ferraro. Touchez-les et cela signifiera la guerre. Varga comprit. Varga n'était pas idiot. Une femme de ménage et une petite fille ne valaient pas la peine de déclencher une guerre avec Dante Ferraro. Il se retira et Vivian Ashford, la femme aux cheveux toujours parfaits et au sourire toujours parfaitement placé, vit son monde s'effondrer en 48 heures. Les comptes joints furent gelés dans le cadre d'une enquête fédérale. Le réseau social lui tourna le dos, car personne ne voulait se tenir aux côtés d'une personne que Dante Ferraro avait marquée. Richard n'osait pas quitter l'appartement, et en moins d'1 mois, les Ashford quittèrent New York. Personne ne demanda où ils allaient. Personne ne s'en souciait. Dans ce monde, quand on perd, on disparaît. C'était la règle. Après la disparition de Vivian et Richard de New York, il restait une question en suspens que Dante ne pouvait ignorer. George Santos. Non pas parce que George était dangereux. George n'était dangereux pour personne, sauf pour lui-même. Mais sa dette de 45 000 $ était due à un groupe d'usuriers isolés ayant des liens directs avec le réseau d'Alejandro Vargas. Et dans ce monde, la dette n'était pas seulement de l'argent. La dette était un accord. L'homme qui devait de l'argent devenait l'homme qui devait des faveurs. L'homme qui devait des faveurs devenait l'homme qui devait obéir. Et Georges, avec sa grande gueule quand il était ivre et son habitude de vendre tout ce qu'il pouvait pour mettre de l'argent sur la table de jeu, était une faille de sécurité menant directement à Maya. Dante n'a pas payé la dette de Georges par gentillesse. Il l'a payée parce que c'était une décision tactique. 45 000 $ pour combler une faille. Dans son monde des affaires, c'était un montant si modeste qu'il ne valait même pas la peine d'être inscrit dans les livres comptables. Tommy Russo a rencontré Jorge dans le Queens, dans un bar où Jorge aimait s'asseoir. La rencontre a été brève. Tommy ne l'a pas menacé. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement posé devant lui une enveloppe et un billet d'avion aller simple pour Miami. « Ta dette a été payée, en totalité », a déclaré Tommy. « En échange, tu quittes New York. Tu n'as aucun contact avec Maya, sauf si c'est elle qui te contacte en premier. Tu ne reviens pas.
Tu n'appelleras pas Rosa pour lui demander de l'argent. Tu ne te montreras nulle part près d'elle. Tu recommenceras ta vie ailleurs. C'est ta seule chance. Jorge regarda l'enveloppe, regarda le billet, regarda Tommy. Il ne demanda pas qui avait payé. Il le savait. Et il savait que lorsque Dante Ferraro disait « seule chance », c'était vraiment la seule chance. Jorge prit l'enveloppe, prit le billet, se leva et sortit du bar sans se retourner. Il s'envola pour Miami le lendemain. Il n'appela ni Maya, ni Rosa, ni personne. Maya l'apprit une semaine plus tard lorsque Rosa lui dit que Jorge était parti en Floride et n'avait contacté personne depuis. Maya ne demanda pas de détails. Elle n'en avait pas besoin. Elle en savait déjà assez sur le fonctionnement du monde de Dante pour comprendre que certaines choses étaient réglées d'une manière qu'elle n'avait pas besoin de voir, mais seulement de savoir qu'elles avaient été réglées. Elle se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant la ruelle derrière l'immeuble, la lumière de l'après-midi inondant la vitre, et se dit doucement, comme si elle récitait une leçon qu'il lui avait fallu 27 ans pour comprendre pleinement. La famille, ce ne sont pas les personnes avec qui vous partagez le même sang. Ce sont les personnes qui restent. 2 semaines plus tard, Rosa emménagea dans l'appartement terrasse. Dante s'en était occupé, mais il ne l'avait pas fait sans demander d'abord à Maya. Il lui avait demandé. Il lui avait dit que la chambre à côté de la sienne et de celle de Lily Rose était encore vide, que Rosa vivait seule dans le Bronx, que sa vue se détériorait et souffrait de diabète qui n'était pas correctement surveillé, et que si Mia était d'accord, il lui trouverait un médecin privé. Maya a accepté, mais pas immédiatement. Elle y réfléchit pendant 2 jours, puis elle accepta. Rosa emménagea avec une petite valise et une photo de son mari qu'elle posa sur la table de chevet. Le premier jour, elle parcourut l'appartement terrasse, touchant tout avec les mains de quelqu'un qui avait passé toute sa vie dans des pièces beaucoup plus petites que celle-ci, ses yeux parcourant tout avec émerveillement et prudence, comme si elle avait peur que les objets de cet endroit se cassent si elle les touchait trop fermement. Dante fit venir un endocrinologue pour l'examiner à domicile, ajusta son traitement contre le diabète et prit rendez-vous pour elle chez un ophtalmologue dans une clinique spécialisée du centre-ville. Il fit tout cela par l'intermédiaire de Reed, sans dire grand-chose, sans attendre de gratitude, comme il faisait tout, discrètement, avec précision et efficacement. Mais Rosa n'était pas le genre de femme à laisser passer quelque chose sans en parler. Un soir, alors que Dante passait par la cuisine, elle était assise là avec une tasse de thé. Lily dormait sur ses genoux. Elle regarda Dante et l'appela d'un petit signe de la main. Il s'arrêta. Elle lui prit de la main. Ses 2 petites mains ridées et chaudes serraient la sienne avec la force d'une femme qui avait vécu 63 ans et savait exactement quand il fallait serrer fort. Elle le regarda droit dans les yeux et dit en espagnol, d'une voix lente et claire, avec le poids d'une prière, « Debiga, mijo ». Dante ne comprenait pas. Il regarda Maya, qui se tenait à l'entrée de la cuisine. Elle traduisit d'une voix douce les yeux humides, mais sans pleurer. Elle dit, « Que Dieu te bénisse, mon fils ». Dante acquiesça. Il ne dit rien, mais il ne retira pas sa main de la sienne. Il la laissa la tenir, et elle la tint un peu plus longtemps, comme si elle lui transmettait quelque chose dont elle pensait qu'il avait besoin, quelque chose que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter. Et l'appartement qui avait autrefois été froid comme un miroir, où les pas d'un seul homme avaient résonné dans le silence pendant 3 ans, résonnait désormais des rires de 3 générations. Près d'1 an après l'emménagement de Rosa, une nuit ordinaire. Cette nuit-là n'avait rien de spécial. Aucun événement, aucun anniversaire, aucune raison de s'en souvenir. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est devenue la nuit la plus inoubliable de toutes. Lily Rose dormait depuis 20 heures, sa respiration régulière grâce à la nouvelle machine dont elle n'avait désormais besoin que la nuit et non plus toute la journée. Et le Dr Park avait dit que si ses progrès continuaient ainsi, dans 6 mois, elle n'aurait peut-être plus besoin de la machine. Rosa dormait dans la chambre voisine. Sa tasse de thé était posée sur la table de chevet. La photo de son mari était toujours à sa place habituelle. Le penthouse était calme. Maya était assise sur le balcon à l'étage, une tasse de thé à la main. À sa place habituelle, la chaise qui portait désormais une empreinte à son image. Dante sortit avec un verre de vin et s'assit sur la chaise à côté d'elle. La chaise que personne d'autre que lui n'utilisait jamais. Manhattan s'étendait sous leurs yeux. Des millions de lumières, des millions d'histoires. Mais sur ce balcon, il n'y avait qu'une seule histoire, et elle appartenait à 2 personnes. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le genre de silence qu'ils avaient construit au fil des mois, celui qui n'avait pas besoin d'être comblé. Il n'était pas gênant. Il n'attendait pas que quelqu'un le rompe. C'était un silence agréable. Puis Dante prit la parole,
les yeux fixés sur la ville, d'une voix basse et lente, comme s'il s'adressait davantage à lui-même qu'à elle. Pendant 3 ans, j'ai vécu ici seul. Je pensais que c'était une force. Être seul signifiait que personne ne pouvait m'atteindre. Personne ne pouvait me faire de mal. Personne ne pouvait devenir une faiblesse. J'ai construit ce penthouse comme une forteresse. Et je pensais que vivre seul dans une forteresse signifiait que j'étais fort. Il s'arrêta, but une gorgée de vin. Il s'avère que ce n'était que du vide, pas de la force, juste du vide auquel j'avais donné un autre nom parce que cela rendait la vie plus facile. Maya le regarda. Il regardait toujours la ville. Mais elle savait qu'il s'adressait à elle, qu'il ouvrait une porte qu'il ouvrait chaque fois plus lentement, plus prudemment, parce qu'il avait vécu trop longtemps derrière des portes closes. « Je sais qui tu es là-bas », dit Maya, d'une voix calme et douce, sans jugement, sans crainte. « Je sais comment le monde te perçoit. Je sais le poids que porte ton nom. Je sais qu'il y a des pièces où tu entres et où les gens se taisent, et il y a des décisions que tu prends et dont je ne te parle jamais. Je sais tout cela. » Elle se tourna vers lui, et je choisis de rester. Dante la regarda. Dans ses yeux, Maya vit quelque chose qu'elle avait déjà vu plusieurs fois au cours des derniers mois, à chaque fois un peu plus clairement, à chaque fois un peu plus près. Ce n'était pas du désir ni de la possession, mais la gratitude silencieuse d'un homme qui s'était habitué à n'avoir personne et qui avait maintenant quelqu'un à ses côtés et qui avait peur que s'il le disait à voix haute, cela disparaisse. Ils ne s'embrassèrent pas cette nuit-là. Pas encore. L'amour entre eux vint lentement, comme les choses réelles le font toujours, sans précipitation, sans contrainte. Pas comme dans un film. Il s'était manifesté le matin, lorsque Dante avait préparé du café pour 2 au lieu d'1. Le soir, lorsque Maya lui avait laissé une partie du dîner, même s'il ne le lui avait pas demandé, lorsque Lily Rose avait commencé à l'appeler avec un son qui ressemblait de plus en plus au mot « da » et qu'il avait fait semblant de ne pas le remarquer. Mais chaque fois qu'il l'entendait, le coin de sa bouche se crispait de la même manière que Rosa lui avait tricoté une écharpe qu'il ne portait jamais à l'extérieur, mais qu'il gardait toujours posée sur le dossier de la chaise de son bureau. 1 an plus tard, un après-midi sur le toit du penthouse, la lumière du soleil tombait, dorée et chaude, le genre de lumière de fin de journée que Manhattan offre rarement gratuitement. Lily Rose courait sur le toit, âgée maintenant de 3 ans et demi. Ses petites jambes étaient solides, ses poumons plus forts que ce qu'aucun médecin n'avait osé prédire le jour où elle était allongée dans la couveuse, pesant moins d'1 kilo. Elle courait autour des jambes de Maya, autour des jambes de Dante et en riant. Ce rire clair et brillant transperçait le bruit de la ville en contrebas, comme si ce son était fait d'une matière différente, plus légère, plus pure, appartenant à un endroit plus élevé. Dante se tenait devant Maya. Il sortit une petite boîte de la poche de sa veste de costume. Une petite boîte. Pas une boîte de cinéma en velours rouge, mais une simple boîte noire dans laquelle se trouvait une bague en argent. Pas de gros diamants, rien de tape à l'œil. Car Dante savait que Mia ne porterait rien qui ne lui semblait pas lui appartenir. Il ouvrit la boîte. Mia regarda la bague. Puis elle le regarda et il commença à dire quelque chose. Peut-être la phrase qu'il avait préparée. Peut-être la phrase qu'il avait répétée plusieurs fois dans sa tête. Mais il n'a pas pu la finir. Maya a dit oui avant qu'il ait pu mettre le point final à sa phrase. Elle l'a dit clairement, sans trembler, sans pleurer, avec la voix d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait et qui avait attendu assez longtemps. Dante a souri, un vrai sourire, le sourire que Lily Rose lui avait arraché pour la première fois sur le sol du salon, le sourire qui appartenait désormais en partie à Maya aussi. Lily Rose courut vers eux et s'enroula autour de leurs jambes, ne comprenant pas ce qui se passait, mais comprenant que l'héritière était heureuse et voulant en faire partie. Ils se marièrent. Pas un grand mariage, pas un mariage pour les journaux. Un petit mariage sur ce même toit, avec Rosa assise au premier rang, Lily Rose portant des fleurs, Franco debout derrière Dante comme il l'avait été pendant 20 ans, et Reed debout sur le côté, les yeux rivés sur tout comme toujours. Mais aujourd'hui, il y avait dans son regard quelque chose de plus doux que d'habitude, et ils vécurent dans l'amour. Pas un amour parfait, pas un amour sans ombre. Dante était toujours Dante, et son monde était toujours un monde dont Maya ne parlait pas et qu'il n'expliquait pas. Mais quand il rentrait à la maison, quand les portes de l'ascenseur s'ouvraient et que la voix de Lily Rose lui parvenait, quand Mia le regardait de l'autre côté de la cuisine avec les yeux de quelqu'un qui savait tout et choisissait quand même de rester, ses ombres devenaient plus petites. Elles ne disparaissaient pas, mais elles devenaient plus petites. Et parfois, plus petit suffit.
Fin. L'histoire s'arrête ici. Mais avant de conclure, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà été Maya? Avez-vous déjà porté un fardeau dont personne ne savait rien? Êtes-vous déjà allé travailler tous les jours? Avez-vous souri aux gens? Avez-vous dit « je vais bien » alors que tout en vous était en train de se briser? Avez-vous déjà été dans une pièce remplie de gens et vous êtes-vous senti invisible? Ou bien Dante, aviez-vous tout et manquiez-vous toujours la seule chose qui comptait vraiment? Construire des murs autour de vous et appeler cela de la force alors qu'en réalité, ce n'était que de la solitude déguisée. Cette histoire ne parle pas seulement d'amour, elle parle de dignité. De voir la personne à côté de vous avant qu'il ne soit trop tard. Elle parle de la façon dont la gentillesse peut parfois commencer par un petit geste au bon moment. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Parce que parfois, une histoire qui arrive au bon moment peut changer la façon dont quelqu'un voit sa propre vie. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires quotidiennes. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous avez ressenti après avoir vu cette histoire. Quel moment vous a le plus touché? Et si vous avez vécu une histoire similaire dans votre vie, partagez-la, car je lis tous les commentaires et chacune de vos histoires a de la valeur. Je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo une très bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix et d'amour. Au revoir à tous. À bientôt dans la prochaine vidéo.